Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. En marge donc de sa participation au deuxième sommet initiative intitulé Une ceinture, une route, le président de la République a eu donc une série d'entretiens avec les dirigeants des grandes sociétés chinoises. Et premier sommet Poutine-Kim pour raviver les liens historiques. Bonsoir à tous. En marge du deuxième sommet de l'initiative intitulée Une ceinture, une route ou route de la soie, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a eu une série d'entretiens avec des dirigeants des grandes sociétés chinoises œuvrant dans notre pays. Ainsi, le chef de l'État s'est entretenu avec le PDG de PolyGCL, Petroleum Group Holding, M. Zhou, sur l'état d'avancement du projet gazier, le pipeline donc entre Djibouti et l'Éthiopie, un projet qui, selon les entretiens, devra être réalisé d'ici 5 ans. On s'attend donc à d'importantes retombées financières de ce gazoduc. D'abord, les deux pays espèrent que lorsqu'il sera construit et en service, il leur permettra d'augmenter les volumes des échanges. Ensuite, l'Éthiopie, qui est un pays sans accès donc à la mer, il s'agit donc d'une véritable aubaine. À travers cet immense projet, la République de Djibouti confirme de plus en plus sa position de hub, d'autant plus que les matières qui transiteront par ce canal également seront exportées. J'ai parlé avec le président l'état d'avancement de notre projet gazier à Djibouti. Nous sommes confiants, nous pourrons réaliser ce projet. Les préparations des travaux sont presque finies. On attend juste le commencement des travaux. Ça sera très bientôt. C'est un projet transfrontalier, mais aussi c'est un projet de tripartite éthiopien, égyptien et chinois. C'est un projet très stratégique. Ça va promouvoir les relations bilatérales entre le Djibouti et la Chine, mais aussi ça va promouvoir le bien-être et le développement économique, le bien-être du peuple djiboutien, mais aussi le développement économique du pays, surtout le changement de la structure de l'énergie à Djibouti. Vous allez utiliser l'énergie propre, surtout le gaz naturel, mais aussi peut-être les autres éoliens, les solaires, pour développer l'économie du pays. Ça sera stratégique pour le pays. Et toujours dans la série d'entretiens, le président Guelleh a reçu par la suite les PDG des sociétés CCECC, la China Civil Engineering Construction Corporation, et la CRCC, la China Railways Construction Corporation. La CRCC étant une filiale de la CCECC qui œuvre déjà dans le domaine ferroviaire avec le nouveau chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba. L'entretien entre le président de la République et les PDG de ces deux sociétés était essentiellement axé sur les réalisations, notamment la construction du chemin de fer djibouto-éthiopien qui, après une année en service, donne des résultats très satisfaisants. Le numéro 1 djiboutien et les responsables des sociétés chinoises se sont félicités de ces résultats. Autre point fort de cette rencontre, le centre de formation Luban, basé au LIC, inauguré le mois dernier par le chef de l'État. Il s'agit là d'un projet du premier du genre dans le continent, et ce afin de fournir une formation professionnelle aux lycéens et de l'enseignement technique. Et dans sa première phase, l'atelier va dispenser 4 spécialités pluridisciplinaires: l'exploitation et la gestion ferroviaire, l'ingénierie et la technique ferroviaire, ainsi que le commerce international et la gestion logistique. Et enfin, il a été question des avancées sur la construction des tours jumelles sur le côté est de la capitale par la société CCECC. Intensifier la lutte contre le mal logement, c'est dans cette optique que le chef de l'État a eu également à Pékin un tête-à-tête avec Zhang Yang, le PDG de la société de construction qui porte le même nom. Monsieur Yang compte construire à Djibouti 5000 logements pour aider le gouvernement dans sa politique d'accès au logement pour tous. Ainsi, lors de cette rencontre, il a présenté au président Guelleh le plan de construction de ces 5000 logements. Monsieur Yang était déjà venu à Djibouti pour discuter de ce grand projet qui ambitionne de construction et des logements de tout type. Cet entretien avec le président de la République et la présentation de son plan est en quelque sorte l'aboutissement des démarches qui doivent donner lieu prochainement à la mise en œuvre de ce projet.
C'est la suite d'un entretien qui a lieu en novembre 2016 à Djibouti, à une rencontre avec Monsieur le Président. Nous avons appris que Djibouti a défini une stratégie de construction des logements, dont un projet de 5000 logements. Nous sommes disposés à contribuer notre petite part dans le développement économique de Djibouti avec le biais de la route et la ceinture et apporter notre petite part dans le renforcement de l'amitié entre le peuple djiboutien et le peuple chinois. Et le président de la République, donc Ismaël Omar Guelleh, a reçu également le PDG de la société China Communication Construction Company, M. Nandou. La société CCCC a accompli donc des méga projets en Afrique et dans le monde. Elle a investi pour la construction de la première usine pour le sel au lac Assal qui va ouvrir ses portes prochainement. Cette première industrie en Afrique donc qui va industrialiser le sel pour être exporté. Cette usine va contribuer également pour la création de plusieurs emplois et le développement du pays dans le secteur industriel. Lac Assal, ce sera bientôt la cérémonie d'ouverture de l'opération de notre usine de bromure. Nous avons invité Excellence, Monsieur le Président, de participer à la cérémonie. Je crois que ce projet est peut-être la première usine chimique en Afrique concernant le sel pour faire l'industrie chimique. Cette usine est aussi une part de la chaîne de soda caustique. Nous pouvons faire plus de choses concernant l'industrie chimique. Et avec le développement de cette usine, on va créer plusieurs postes pour le peuple djiboutien. Et à l'issue donc de ces rencontres avec les différents PDG des grandes sociétés chinoises, le président de la République a présidé donc ce jeudi la cérémonie de signature d'accords pour rénover l'ancien port de Djibouti. Plusieurs investisseurs donc de différentes compagnies telles que la China Merchant Port ou la China Merchant Cheku Holding, mais aussi de la société Great Old Investment Holding. Les discussions entre donc les chefs de l'État et les investisseurs chinois ont porté donc sur les opportunités qu'offre Djibouti pour les investisseurs dans différents domaines, surtout en matière de logistique et portuaire. Plusieurs hauts responsables ont participé donc à cette cérémonie de signature, dont le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie et des Finances et bien sûr le président des autorités des ports et des zones franches qui ont entamé donc la signature des différents accords pour l'investissement et la rénovation de l'ancien port de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Abdelrahman El-Kamel Mohamed a élevé donc M. Ali Moussa au rang de chevalier de l'ordre national du 27 juin. Le Premier ministre donc Abdelrahman El-Kamel a procédé aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature à la décoration de Moussa Ali, propriétaire de l'hôtel Corto Maltais situé donc dans la ville blanche de Tadjoura. Né en 1966, Moussa Ali était un ancien gendarme, a été décoré ce matin pour son sens de patriotisme et pour ses investissements remarquables dans le domaine de l'hôtellerie et de tourisme dans sa région natale de Tadjoura. Professionnel exceptionnel, le gérant de l'hôtel Corto Maltese a permis la création d'emplois de plusieurs jeunes. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, ainsi que de nombreuses personnalités ont assisté donc à cette cérémonie de distinction à laquelle de nombreux amis et membres de la famille de M. donc Ali Moussa ont assisté avec joie et fierté. Et à l'issue de la cérémonie de décoration, M. Moussa Aouli donc
fut reçu par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui lui a adressé donc ses vives félicitations et qui a salué en lui un ami et un partenaire de choix du ministère de l'Éducation nationale dans la région. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Éducation nationale a tenu encore une fois à féliciter M. Moussa Ali pour ses services rendus et l'a exhorté donc de poursuivre sur cette voie. Moussa Ali donc a tenu pour sa part à remercier le ministre pour ses encouragements et sa sympathie. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur égyptien accrédité donc à Djibouti, Ahmed Adel Sobhi, dans le cadre d'une visite de travail. Le ministre de l'Énergie, assisté par le directeur de l'Énergie et du conseil technique. Donc les discussions ont porté sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Égypte entretiennent dans les secteurs stratégiques de l'énergie, mais également dans le secteur minier et pétrolier. L'ambassadeur a également remis au ministre de l'Énergie une invitation officielle de la part de son homologue égyptien, le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, Tariq Al-Molla, pour une prochaine visite de travail au Caire et une éventuelle signature d'un mémorandum afin de renforcer et de promouvoir les secteurs pétroliers et miniers de notre pays. L'hôtel Kempinski a abrité ce jeudi un cocktail organisé par l'ONG SOS Village d'enfants Djibouti. Occasion donc de présenter au grand public les modalités de parrainage des orphelins, mais aussi de faire donc connaître les objectifs de cette ONG et de ses 63 bénévoles qui contribuent chacun à leur manière à redonner le sourire aux orphelins djiboutiens. Cette journée s'inscrit dans le cadre des célébrations de 5 années d'existence de cette ONG à Djibouti et les 70 ans de la création de SOS Village d'enfants international. Pour Djibouti, 90% des parrains prennent en charge un ou plusieurs enfants. Les parrains du village suivent la même procédure que le parrainage d'un enfant. Ils payent une contribution volontaire tout en respectant le montant minimum. Les parrains du village reçoivent 2 fois par an un rapport et une photo des différentes activités du village de Tadjoura. Pour Djibouti, il existe environ 543 parrains internationaux. Approximativement 50% des parrains sont en Allemagne, d'autres en Norvège, en Belgique ou au Canada. Également dans l'actualité, inculquer aux enfants de la République et les valeurs républicaines, c'est sous ce slogan que les forces armées djiboutiennes continuent donc leur périple dans les régions de l'intérieur. En effet, la région d'Ikil, berceau de l'unité nationale, a accueilli en grande pompe cette caravane des forces armées djiboutiennes après Obok et Tadjoura. Une campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République, conduite donc par 2 femmes, en l'occurrence le capitaine médecin Amina Ahmed Farah et le lieutenant Amina Abdillahi Mahmoud. Cette caravane de sensibilisation a vu la participation du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, le chef d'état-major de la défense, le général Tahir Mohamed, le conseiller du Semga, le général Hassan Ali, le chef de corps du régiment interarmé d'Ikil, le colonel Idriss Omar Eleye, le préfet de la région, Mohamed Cheikho, le président du conseil régional Abdelrahman Younis et un parterre de civils et des familles des militaires invités pour l'occasion ont pris part à cette cérémonie. Qu'on peut transmettre les valeurs de notre République. L'amélioration du climat scolaire passe par la transmission de la valeur de la République. Maintenant, pourquoi l'armée? L'école et l'armée sont des valeurs et des vecteurs privilégiés de la construction du sentiment national et de l'attachement à la République, notre République. Et dans son mot de bienvenue, le chef de corps du régiment interarmé d'Ikil, le colonel Idriss Omar, a surtout mis l'accent donc sur la jeunesse de notre pays qui est la force vive. Et pour cela, l'unité doit incarner une valeur non négociable de notre République, a-t-il indiqué. Je vous propose de suivre ses propos. De nos forces armées. Le RIAD a aujourd'hui le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir au sein de ces beaux régiments. Ceci dans le cadre de des journées de sensibilisation sur les valeurs de la République, qui revient aujourd'hui à ce régiment de présenter.
aux jeunes élèves, aux Karois, Diculois, terre d'unité. En effet, c'est ici qu'en 1979, l'unité de la nation a été initiée par les anciens. Allah Rahamou. C'est l'histoire même de l'unité qui est née à Dikil. Et ça, nous en sommes fiers. Les jeunes élèves d'aujourd'hui doivent saisir cette occasion. Et pour que ces valeurs de la République puissent être transmises de génération en génération, il faudrait que enseignants, parents, élèves de l'éducation nationale, mais aussi les forces armées s'impliquent dans ce valeureux programme qu'il faut maintenir tous les ans. Et les jeunes écoliers donc invités pour l'occasion ont répondu par la suite à des questions relatives aux valeurs de la République, un questionnaire qui a été préparé donc par les officiels chargés des programmes. Et peu après, les écoliers ont été donc invités à une visite guidée, visite durant laquelle ils ont reçu des explications sur les différents métiers existants dans le corps armé. Cette cérémonie donc s'est clôturée avec la remise des cadeaux aux enfants qui ont répondu aux questions relatives aux valeurs de la République. L'armée donc a clôturé en apothéose cette tournée en fêtant avec les familles des militaires. Et pour cela donc le groupe folklorique Harbi célèbre pour les chansons de sensibilisation ont interprété des chants en l'honneur de la République qui est unie et indivisible. Toujours nouvelle du pays, après les régions du sud, la caravane commune des ministères du Travail et de la décentralisation se trouve à Obok pour un atelier de sensibilisation et de formation portant sur le DSC, la déclaration de service aux citoyens. La déclaration de service aux citoyens qui est un document donc, dans lequel est inscrit tous les engagements de l'administration djiboutienne pour répondre aux aspirations de la population. Et pour implanter ce projet, le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration a invité une dizaine de départements afin d'exposer l'objet et la finalité de ce projet en question et par la même occasion d'expliquer les voies et les moyens les plus adéquats pour enraciner ce programme au sein de notre administration. C'est dans ce sens que le SECRA donc a entamé une tournée dans la capitale et des régions de l'intérieur afin de former, de sensibiliser le personnel et en même temps installé au sein de cette administration. Le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration souhaite offrir des formations au bénéfice de ces deux administrations en question en vue donc de se rapprocher et d'expliquer exhaustivement leurs compétences respectives. Travail chargé de la réforme de l'administration et ministère délégué chargé de la décentralisation auprès du ministère de l'Intérieur. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration est le principal garant de cette règle et veille à ce que les services offerts à la population sont servis convenablement. Dans les régions de l'intérieur, comme vous le savez, les préfectures assurent ce rôle de veiller au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'État. Cela s'inscrit aussi également dans le cadre de la politique initiée par le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguerite, à rapprocher les administrations et les administrés. Je profite de l'occasion pour rappeler combien cette journée est importante et qu'il est d'autant indispensable d'être attentif et très respectif face aux enseignements qui vous seront transmis afin d'en tirer profit pour l'avenir. Sur ce, je déclare ouvert cet atelier et je vous remercie de votre attention.
Et enfin, donc, la formation contribuera automatiquement au bon fonctionnement de l'administration, mais renforcera également les capacités du personnel, ce qui deviendra un gage de réussite de notre administration. C'est ce qu'ont rappelé le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration et le secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation. Les observations qui viennent d'être faites par le directeur de l'INAP, et je me réjouis également que cette formation se passe dans un cadre d'approche participative. Annie disait tout à l'heure qu'il fallait mettre la personne qu'il faut là où il faut. Et ça, bon, ce n'est pas une formule vide de sens. C'est une formule chargée de signification. Et je pense que c'est vrai. Il faut bannir le népotisme et accorder la chance aux gens qui le méritent. Dans l'actualité régionale et internationale, cette fois, crash d'Ethiopian Airlines, Boeing évalue ses premières pertes à $1 milliard. Boeing bat de l'aile depuis que son avion, le 737 MAX, est cloué au sol dans plusieurs pays en raison des dysfonctionnements de son logiciel anti-décrochage mis en cause dans 2 crashs ayant fait 346 morts, le premier étant celui d'Ethiopian Airlines. Boeing a chiffré à $1 milliard le coût de l'immobilisation au sol depuis mi-mars de son avion vedette. Cette ardoise intègre donc une hausse anticipée des coûts de production du 737 MAX, notamment des modifications apportées pour résoudre les failles de son logiciel anti-décrochage, ainsi que la formation supplémentaire des pilotes, conditions posées pour un retour de l'avion dans l'espace aérien. Mais elle ne prend pas en compte les éventuelles indemnisations des compagnies aériennes dont les vols programmés sur ces appareils ont été annulés, ainsi que les dommages que Boeing pourrait verser aux familles des victimes des crashs. Pour les investisseurs, donc, ces pertes estimées à $1 milliard ne sont pas exorbitantes. Une explosion a été entendue aujourd'hui aux abords d'un tribunal de la ville sri-lankaise de Pugado. Aucune victime n'est à déplorer. Le Sri Lanka est encore sous le choc des attentats du dimanche de Pâques contre les églises et des hôtels du pays qui ont fait 359 morts et environ 500 blessés selon les derniers bilans officiels. Ces attentats coordonnés commis par 9 kamikazes dont une femme ont été revendiqués par le groupe État islamique. Et enfin, c'était dans les titres, c'est la première rencontre entre dirigeants russes et nord-coréens depuis 8 ans. Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont retrouvés pour leur premier sommet ce jeudi dans l'extrême-orient russe avec objectif de renforcer les liens historiques entre Moscou et Pyongyang en pleine impasse diplomatique avec Washington sur le nucléaire. 2 mois après le fiasco de sa deuxième rencontre avec Donald Trump à Hanoï, le dirigeant nord-coréen cherche des soutiens dans son bras de fer avec Washington ainsi qu'un rééquilibrage donc de ses relations avec Pékin, son plus proche soutien, et Moscou, son ancien allié de la guerre froide. Vladimir Poutine l'a accueilli d'une longue poignée de main sur l'île Rouski en face du port de Vladivostok où le dirigeant nord-coréen était arrivé donc mercredi après un voyage d'une dizaine d'heures dans son train blindé vers Olive. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et excellent week-end sur Télé Djibouti.